Ce soir-là, le loft de Noix-Vallée résonnait de rires et de tintements de verre. Je m'appelle Peyton, et ce qui s'est passé à la pendaison de crémaillère de ma grande sœur Delaney me paraît encore irréel. La pièce bourdonnait de famille et d'amis, tous ravis de célébrer ce grand moment. Elle se tenait au milieu du salon, son verre levé, un large sourire rayonnant de confiance. Puis elle a parlé assez fort pour que tout le monde l'entende. J'ai enfin acheté mon propre appartement, toute seule. Les applaudissements ont fusé. On l'acclamait, on sifflait, on criait sa fierté pour son travail acharné et sa détermination. L'énergie dans la pièce était palpable, chacun se nourrissant de son enthousiasme. Mais Amen Rayonade. Papa hochait la tête avec ce regard fier qui lui était familier. Delaney savourait l'instant, se délectant des compliments. Je suis restée assise une seconde de trop. Puis je me suis levée. Sa voix était posée et calme, perçant le brouhaha comme un couteau dans la soie. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Tu veux dire le loft que j'ai acheté avec mes économies ?» Le silence s'installa plus vite que prévu. Maman avala son verre d'un trait, tremblant entre ses mains. Papa se figea au milieu des applaudissements, le visage impassible. Delaney rougit violemment, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans un bruit. Le silence demeura pesant dans la pièce, comme si l'on attendait la suite. Et vous, que feriez-vous à ma place? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Allez, racontez-nous. En grandissant, la différence entre ma sœur et moi était flagrante. Mes parents traitaient Delaney comme si elle était parfaite depuis ses premiers pas. Chaque note qu'elle ramenait à la maison était saluée avec enthousiasme par maman et papa, qui accrochaient ses dessins sur le réfrigérateur et encadraient ses diplômes au mur du salon. Ils fêtaient ses excellentes notes par des dîners en famille dans des restaurants chics et lui offraient des vêtements neufs à la moindre demande. C'était elle qui avait droit à des fêtes d'anniversaire avec des gâteaux personnalisés et qui invitait la moitié du quartier, tandis que je me contentais de repas tranquilles en famille à la maison. Ce schéma se répéta au collège, où les trophées de football de Delaney ornaient les couloirs et où son nom apparut plus d'une fois dans le journal local. Maman appelait les proches pour partager la nouvelle. Sa voix rayonnait de fierté tandis que papa acquiesçait, ajoutant que Delaney avait hérité de sa détermination. J'observais tout cela de loin et apprenais très tôt que l'attention était liée à la réussite. J'en recevais beaucoup moins et j'ai appris à ne plus l'attendre. Quand je rentrais à la maison avec de bonnes notes, maman souriait rapidement et m'encourageait à continuer avant que je ne retourne à la dernière victoire de Delaney. Papa me tapotait l'épaule et me disait que je me débrouillais bien, puis me demandait des nouvelles du prochain match ou concert de Delaney. J'ai fini par arrêter de leur montrer mes notes car leur réaction restait toujours la même. Je me suis plutôt concentrée sur l'autonomie. Je préparais mes déjeuners, j'allais à pied à l'école quand le bus était en retard et je trouvais des solutions aux petits problèmes de la maison sans demander de l'aide. L'indépendance est devenue ma norme car dépendre de qui que ce soit me semblait risqué. Je ne me plaignais jamais à voix haute. Me plaindre aurait signifié admettre que cette différence me dérangeait, et je refusais de lui donner ce pouvoir. Petite, Delaney et moi partagions notre chambre, nous chuchotant des secrets après l'extinction des feux et inventant des aventures. Ces nuits étaient empreintes de sécurité et de complicité, de ce lien indéfectible qui unit les sœurs. Elle me tressait les cheveux le matin et me défendait quand les autres enfants se moquaient de moi à l'école. À cette époque, je lui faisais une confiance absolue. Mais avec le temps, cette complicité s'est estompée. Delaney a commencé à me considérer moins comme son égal et plus comme une personne qui pouvait l'aider en cas de besoin. Elle empruntait mes vêtements sans me demander, utilisait mon argent de poche quand le sien était épuisé et attendait de moi que je la couvre quand elle enfreignait les règles. Le changement fut progressif, si subtil que je l'ai presque manqué au début. Au lycée, elle a cessé de m'inviter à sortir avec ses amis et a commencé à me traiter comme une assistante plutôt que comme une sœur. Je l'ai remarqué, mais je n'ai rien dit, espérant que notre lien se raviverait si je lui laissais suffisamment d'espace. Ma meilleure amie, Sophie, est devenue la seule personne à vraiment comprendre ce que je vivais au quotidien. Nous nous sommes rencontrés en 6e, lors d'un projet de groupe, et nous sommes restés très proches depuis. Sophie m'écoutait sans jugement quand j'avais besoin de parler du déséquilibre qui régnait à la maison. Elle ne m'a jamais dit d'affronter mes parents ni de me battre contre Delaney. Elle s'asseyait simplement avec moi, me posait des questions pertinentes et me rappelait que mes sentiments étaient légitimes, même si personne d'autre ne les reconnaissait. Avoir quelqu'un qui avait une vision d'ensemble rendait tout supportable. Sophie n'a jamais cherché à régler les problèmes de ma famille. Elle s'assurait simplement que je sache que je n'étais pas seule à remarquer cette différence de traitement. Ces années m'ont façonné d'une manière que je n'ai pleinement comprise que bien plus tard. J'ai appris à valoriser mes propres efforts, car personne d'autre ne le ferait à ma place. J'ai développé des habitudes de discipline et de maîtrise de soi qui m'ont accompagné tout au long de mes études supérieures et dans ma vie professionnelle. Pendant ce temps,
Delaney continuait de recevoir du soutien sans jamais avoir à prouver qu'elle le méritait. Le contraste s'est accentué d'année en année. Pourtant, j'ai continué d'avancer à ma façon. Avec le recul, je réalise que cette indépendance discrète était le seul moyen de me protéger des déceptions. Ce n'était pas un choix fait sous le coup de la colère. C'était simplement la voie qui s'est ouverte quand toutes les autres restaient fermées. Il y a 6 ans, nos chemins ont commencé à diverger davantage. Delaney a décroché son premier emploi de bureau dans une agence de marketing du centre-ville, avec un salaire impressionnant dès sa sortie de l'université. Elle a emménagé dans un appartement branché d'un quartier animé, l'a meublé avec des vêtements de catalogue de luxe et passé ses week-ends à bruncher sur des toits terrasses surplombant la baie. Voyager est devenu sa priorité absolue. Elle réservait des voyages en Europe 2 fois par an, publiait des photos de cafés parisiens et de côtes italiennes, et revenait avec des récits d'hôtels de charme et de dégustation de vins privés. Ses vêtements suivaient le même schéma. Elle remplissait son dressing de marque de créateur, changeait de tenue pour chaque événement social et n'hésitait jamais à faire des folies dès qu'une promotion attirait son attention. Aller au restaurant est devenu une habitude, choisissant des adresses chics avec de longues listes d'attente et partageant des plats qui coûtaient plus cher que mon budget course hebdomadaire. De l'extérieur, son train de vie paraissait simple, mais il exigeait un flux de trésorerie constant qu'elle parvenait à maintenir sans effort apparent. Parallèlement, je faisais des heures supplémentaires au petit studio de design où j'avais débuté comme stagiaire. Je restais tard pour finaliser les évaluations clients, j'acceptais des projets en freelance le week-end et je me constituais une petite épargne de précaution qui grossissait lentement mais sûrement. Chaque paie était directement versée sur mon compte épargne après le loyer, les factures et les courses de base. Je cuisinais la plupart de mes repas à la maison, j'achetais des meubles d'occasion quand j'en avais besoin et j'évitais les sorties qui impliquaient des primes d'assurance ou des boissons hors de prix. Cette discipline me semblait naturelle car je la pratiquais depuis des années. Je notais chaque euro dépensé dans un tableur, je me fixais des objectifs mensuels d'épargne et je refusais de toucher à mes économies sauf en cas d'absolue nécessité. Mes revenus restaient modestes comparés à ceux de Delaney, mais la différence dans nos habitudes de consommation rendait l'écart considérable. Mes parents aidaient régulièrement Delaney. Ils lui envoyaient de l'argent pour ses billets d'avion. Lorsqu'elle voulait rejoindre des amis pour des vacances improvisées. Ils ont pris en charge la différence lorsque sa facture de carte de crédit s'est avérée plus élevée que prévu après une virée shopping. Ils ont même contribué au dépôt de garantie de son nouvel appartement lorsqu'elle a trouvé l'ancien trop petit. Ces transferts se faisaient discrètement, généralement après un coup de fil où Delaney expliquait comment cette dépense serait bénéfique à sa carrière ou renforcerait sa confiance en elle. Mes parents n'ont jamais remis en question les montants ni demandé d'échéancier de remboursement. Ils y voyaient un soutien à son épanouissement, une aide pour qu'elle puisse construire la vie qu'elle méritait. J'ai entendu parler de ces conversations par oui-dire, généralement lorsque ma mère mentionnait en passant que Delaney avait besoin d'un petit extra ce mois-là. Je me suis toujours débrouillée seule, sans jamais demander d'aide. Lorsque ma voiture a eu besoin de réparation, j'ai payé de ma poche et j'ai fait des heures supplémentaires pour renflouer mon budget. Lorsque les frais de scolarité d'un cours en ligne sont arrivés à échéance, je les ai réglés avec mes économies et j'ai ajusté mon budget pour les mois suivants. Les projets à long terme, comme l'achat de ma première maison ou la constitution de mon épargne retraite, sont restés entièrement de ma responsabilité. J'ai fait des recherches sur les comptes d'investissement, j'ai lu des livres sur les finances personnelles et j'ai suivi des règles strictes pour distinguer une urgence d'un manque de liquidité. Cette indépendance m'apportait une satisfaction tranquille, car elle m'appartenait entièrement. Personne d'autre ne pouvait s'en attribuer le mérite, et personne ne pouvait me l'enlever. Le contraste s'est accentué d'année en année. Les réseaux sociaux de Delaney regorgeaient de nouvelles expériences, tandis que mes journées se résumaient à un rythme régulier de travail et d'économie. Elle célébrait ses réussites par des dîners coûteux et des voyages de groupe, tandis que je constatais mes progrès en voyant mon solde augmenter mois après mois. Mes parents continuaient de me soutenir sans faille, persuadés que le mode de vie Delaney était synonyme de réussite. Je restais concentré sur la stabilité, sachant que la véritable sécurité résidait dans l'autonomie et non dans des facteurs extérieurs. Cet écart semblait permanent, mais je ne l'ai jamais suffisamment mal vécu pour le dénoncer. Je continuais simplement à construire ce qui m'appartenait. Il y a 1 an, la situation a basculé pour Delaney. Elle s'est lourdement endettée avec ses cartes de crédit après des mois de dépenses bien au-delà de ses moyens. Son solde n'a cessé d'augmenter. Elle réservait des tables dans des restaurants aux listes d'attente interminables, commandait des plats à emporter dans des restaurants chics et achetait des articles dont elle n'avait pas besoin, mais qu'elle désirait sur le moment. Les intérêts s'accumulaient sur le capital, transformant de petits achats en de grosses dettes qu'elle peinait à gérer. Au début, elle évoquait la situation en passant, comme s'il s'agissait d'un simple désagrément passager plutôt que d'un véritable problème.
Pourtant, les relevés bancaires continuaient d'afficher des mensualités minimales toujours plus élevées, et elle commença à négliger certaines échéances, se promettant de rattraper son retard rapidement. La pression montait insidieusement jusqu'à devenir insoutenable. Malgré ses dettes croissantes, Delaney donnait l'impression de prospérer. Elle publiait des photos de dîners dans des restaurants étoilés, accompagnées de légendes expliquant qu'elle s'offrait un petit plaisir après une longue semaine. Elle partageait des anecdotes sur ses escapades de week-end en voiture de luxe, posant fièrement à côté de ses bolides rutilants, avec l'océan en arrière-plan. Son compte Instagram restait impeccable et ambitieux, regorgeant de vêtements achetés à crédit et d'expériences financées par des emprunts. Ses amis commentaient avec envie et complimentaient son style et son train de vie, sans se douter des difficultés financières que chaque photo révélait. Elle n'a jamais laissé transparaître ses problèmes en public. Au contraire, elle cultivait cette image de réussite, comme si afficher une confiance en soi pouvait faire disparaître la réalité. Un soir, elle m'a envoyé un long message expliquant sa situation avec des détails qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Elle m'a écrit qu'elle avait trouvé le loft idéal à Noah Valley, un endroit avec de hauts plafonds, des briques apparentes et une vue qui rendrait chaque matin exceptionnel. L'apport initial dépassait largement ses revenus après le remboursement de ses dettes. Elle a donc demandé un prêt important, promettant de le rembourser au fur et à mesure que sa carrière décollerait, grâce à la stabilité que lui offrirait la propriété. Le montant correspondait en grande partie à mes économies, fruit d'années de planification minutieuse. Elle insistait sur le fait que cette décision changerait sa vie en mieux, que posséder une maison lui permettrait de s'enraciner dans la ville qu'elle aimait. Maman a appelé le lendemain, d'un ton mêlant inquiétude et détermination. Elle m'a expliqué que Delaney avait travaillé dur pour redresser la situation et qu'elle avait besoin de cette opportunité pour faire ses preuves. Maman a décrit le loft comme un investissement judicieux, un moyen pour Delaney de se constituer un patrimoine au lieu de gaspiller de l'argent en loyer. Elle m'a rappelé toutes les fois où la famille s'était soutenue et a dit « C'était simplement à mon tour de t'aider ». La conversation a duré plus longtemps que d'habitude, ponctuée d'exemples des efforts de Delaney et de l'importance que ce déménagement aurait pour son avenir. Maman a conclu en disant qu'elle savait que je prendrais la bonne décision. Papa a repris la conversation plus tard dans la semaine. Fidèle à son franc-parler habituel, il a expliqué que Delaney traversait une période difficile et que l'aider maintenant lui éviterait des problèmes plus graves par la suite. Il a souligné que j'avais toujours été responsable avec l'argent, ce qui signifiait que je pouvais me permettre d'intervenir sans mettre ma propre sécurité en danger. Il a ajouté que les familles se serrent les coudes dans les moments difficiles et que c'était justement le cas. La pression de mes deux parents était constante plutôt qu'écrasante, mais elle portait le poids des attentes auxquelles je m'étais habitué au fil des ans. Ils ont formulé leurs demandes de la manière la plus raisonnable possible, comme si j'étais la seule à pouvoir y répondre. J'ai passé plusieurs nuits blanches à réfléchir à cette décision. Ces économies représentaient des années de discipline, de vacances sacrifiées et de choix judicieux. Prêter cet argent signifiait reporter mes propres projets, peut-être pendant des années. En même temps, refuser me semblait enfreindre une règle tacite de notre famille. J'ai revu mon budget à plusieurs reprises, calculé le temps qu'il me faudrait pour reconstituer les fonds et me suis demandé ce qui se passerait si Delaney ne remboursait pas. Finalement, j'ai viré la totalité de la somme sur son compte. La transaction m'a paru lourde, définitive et étrangement silencieuse. Je me suis dit que c'était un geste ponctuel, rien de plus. Une fois l'argent sur son compte, les demandes ont afflué. Delaney m'a contacté quelques jours plus tard pour me demander un supplément afin de couvrir des frais de livraison de meubles imprévus. Elle expliquait que les meubles qu'elle avait choisis entraînaient des frais de livraison supplémentaires en raison de leur taille et que le vendeur avait refusé de les prendre en charge. Le montant n'était pas énorme, mais la demande est arrivée peu après le virement initial. Une semaine plus tard, elle m'a envoyé un autre avis concernant les charges de copropriété, prétendant que le syndicat exigeait un paiement anticipé pour l'entretien des parties communes qu'elle avait omis de régler lors de la signature. Chaque demande était accompagnée d'une brève explication, toujours présentée comme un besoin temporaire qui se résoudrait de lui-même. Elle n'a jamais confirmé le montant initial ni exprimé l'intention de me rembourser. Le même scénario s'est répété avec des sommes plus modestes pour des coussins, des tableaux, et même un luminaire sur mesure qui, selon elle, harmoniserait parfaitement l'espace. Elle évitait soigneusement d'évoquer la véritable provenance des fonds lors de nos conversations. Lorsque je lui demandais, l'air de rien, comment se passait le déménagement, elle passait immédiatement à la description de la vue depuis les fenêtres ou de la lumière naturelle du matin. Elle parlait des choix de décoration intérieure comme s'ils provenaient tous de ses propres deniers, sans jamais faire mention de ce que j'avais fourni. Nos conversations téléphoniques restaient légères et superficielles, centrées sur son enthousiasme pour son nouveau logement plutôt que sur les détails pratiques. Ses SMS avaient le même ton,
débordant d'émojis et d'enthousiasme, mais dépourvu de gratitude ou de reconnaissance de ses responsabilités. Ce silence autour du pré semblait délibéré, comme si elle reconnaissait que cela perturberait le récit qu'elle avait déjà commencé à construire pour elle-même et pour les autres. Sa page Facebook s'était transformée en vitrine des travaux du loft. Elle y publiait des photos de l'espace vide avant l'arrivée des meubles, puis des photos de cartons déballés et de pièces à moitié décorées. Chaque publication était accompagnée de légendes suggérant qu'elle avait tout accompli par sa seule détermination. Une photo de l'îlot de cuisine affichait la légende. « J'ai transformé cette toile vierge en un véritable foyer, toute seule. » Tandis qu'une autre, celle du salon, proclamait « Le travail paie. Je vis enfin mon rêve. » Les commentaires affluaient d'amis et de connaissances, louant son indépendance et sa créativité. On y partageait des émojis cœurs, on y écrivait à quel point elle était inspirante et on lui demandait des conseils pour gérer son budget lors d'achats importants. Delaney répondait avec des remerciements humbles et de vagues allusions au sacrifice et au travail acharné. Le flot de messages s'intensifiait, chaque nouvelle image renforçant l'histoire de sa réussite, construite par elle-même, sans la moindre aide extérieure. Elle envoya l'invitation à la pendaison de crémaillère par message groupé à sa famille et à ses amis proches. La carte présentait une photo nette de la porte d'entrée du loft, avec un paillasson qu'elle avait acheté séparément. Le texte disait « Venez célébrer ma nouvelle maison, que j'ai construite de mes propres mains. » Le texte exprimait une fierté délibérée, attribuant l'intégralité de la réussite à son seul mérite. Elle précisa la date, l'heure et le code vestimentaire, et ajouta qu'elle était impatiente de montrer à tous le fruit de son travail. Le message est arrivé un samedi matin, et en quelques minutes, les réponses ont afflué, débordantes d'enthousiasme et de félicitations. J'ai relu l'invitation plusieurs fois, sentant le poids des mots m'envahir. J'ai choisi le silence comme seule réponse. J'ai regardé les publications sans les aimer ni les commenter, j'ai fait défiler l'invitation sans y répondre, et j'ai gardé mes réactions pour moi. Cette décision n'était pas motivée par la colère, mais par une profonde lassitude. Prendre la parole aurait signifié affronter d'un coup toute cette histoire, et je n'étais pas encore prête. Observer de loin m'a permis d'assimiler la situation sans conflit immédiat. Chaque nouvelle publication, chaque question anodine creusait un fossé entre nous. Cette observation silencieuse est devenue ma façon de préserver ce qui me restait de tranquillité, tandis que le récit qu'elle tissait continuait de se propager sans entrave. La soirée de la pendaison de crémaillère est arrivée vite. Les invités ont empli le loft de nos valets de conversation et de musique résonnant sous les hauts plafonds. On circulait dans l'espace ouvert, un verre à la main, admirant l'agencement et remarquant à quel point l'endroit convenait parfaitement à Delaney. Certains arrivèrent tôt et aidèrent à dresser les plateaux d'amuse-gueule commandés auprès d'un traiteur local. D'autres apportèrent des bouteilles de vin et de petits cadeaux de pendaison de crémaillère, joliment emballés. L'ambiance monta progressivement à mesure que les amis et la famille affluaient, contribuant à l'atmosphère joyeuse et festive. Delaney accueillit chacun avec des accolades et des rires, les conduisant vers la cuisine pour prendre un verre et sur le balcon pour profiter de l'air frais. L'atmosphère était chaleureuse et authentique, le genre de réunion qui permet d'oublier ses soucis. Quotidien pendant quelques heures. Plusieurs proches longeaient le loft, soulignant les détails qu'ils préféraient. Une cousine passa la main sur le mur de briques apparentes, disant qu'il donnait du cachet à l'espace. Un autre invité, près des grandes fenêtres, remarqua comment les lumières de la ville animaient les lieux. Un ami de la famille, agent immobilier, vanta l'emplacement, faisant remarquer que les propriétés de Noix-Valais étaient rarement mises en vente en si bon état. Delaney sourit à chaque remarque, remercia chacun d'être venu et accepta les compliments avec simplicité. Elle circulait entre les groupes, veillant à ce que personne ne se sente exclu, tout en resservant des verres et en partageant de brèves anecdotes sur les travaux de rénovation. Les compliments fusaient, renforçant l'impression qu'elle avait accompli quelque chose de remarquable par elle-même. Delaney finit par se placer au centre du salon et tapota son verre avec une cuillère pour attirer l'attention. Les conversations s'apaisèrent tandis que les regards se tournaient vers elle. Elle leva son verre haut, le visage rayonnant et confiant, et parla assez fort pour que toute la pièce l'entende. « Merci à tous d'être là ce soir. Cet endroit compte énormément pour moi. J'ai enfin acheté mon propre appartement sans l'aide de personne. » La salle explosa d'applaudissements. Les invités acclamèrent, certains levant leur verre en réponse, d'autres criant des encouragements. Maman se tenait près de la porte de la cuisine avec un sourire fier, tandis que papa approuvait d'un signe de tête depuis le canapé. Les applaudissements s'amplifièrent pendant quelques secondes avant de se dissiper en un doux murmure d'approbation. Delaney baissa son verre et regarda autour d'elle, savourant l'instant avec une satisfaction visible. Jusque-là, j'étais resté à l'écart. Quand les applaudissements commencèrent à s'estomper, je m'avançai suffisamment pour être vu. Ma voix porta dans la pièce silencieuse sans que j'aie besoin de crier.
Je regardai Delaney droit dans les yeux et dis « Tu veux dire le grenier que j'ai acheté avec mes économies ?» Un silence pesant s'installa. Les applaudissements cessèrent brusquement. Le sourire de maman se figea, sa main s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche. Papa changea d'appui, le verre qu'il tenait lui paraissant soudain lourd. Les yeux de Delaney s'écarquillèrent, sa main serrant plus fort le pied du verre. Quelques invités échangèrent des regards, incertains d'avoir bien entendu. Quelqu'un au fond de la salle murmura quelque chose, mais personne n'éleva la voix pour rompre le silence. Le poids de mes paroles planait dans l'air, clair et indéniable. Delaney se reprit la première, forçant un petit rire forcé. Peyton Voyens. Ce n'est pas drôle. Son ton se voulait léger, mais il se brisa. Maman s'approcha, posa une main sur le bras de Delaney et lui chuchota quelque chose. Je n'entendais rien. Papa s'éclaircit la gorge, son visage s'assombrissant légèrement. Le silence régnait dans la pièce, comme si l'on attendait la suite. Personne ne bougea pour reprendre les festivités. Le changement semblait irréversible, l'instant irréparable. Après cette nuit, plus rien ne serait jamais comme avant. Maman et papa se retrouvèrent incapables de défendre Delaney devant les proches et les amis témoins de la scène. Ils restèrent silencieux durant le silence gênant qui suivit mes paroles, échangeant des regards avec les autres invités, sans fournir la moindre explication ni le moindre argument. La tension resta palpable tout au long de la soirée, la conversation se réduisant à des banalités ou à des excuses pour partir plus tôt. Maman tenta de détourner l'attention en proposant d'autres boissons. Pourtant, ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle les versait. Papa se tenait à l'écart du centre de la pièce, débarrassant activement les assiettes qui n'avaient pas besoin d'être essuyées. Aucun des deux ne s'approcha de moi ni de Delaney pour apaiser les tensions. Leur habitude de préserver leur image avait disparu devant tant de témoins. L'incident avait révélé une vérité qu'ils ne pouvaient plus ignorer ni manipuler à leur avantage. Delaney n'eut d'autre choix que de révéler à toute sa famille la véritable origine de l'argent. Elle attendit la réunion de famille suivante, quelques semaines plus tard, lorsque ses proches l'interrogèrent directement sur ce qui s'était passé à la fête. Assise à table, la voix basse et tremblante, elle expliqua qu'elle avait utilisé l'argent que j'avais économisé au fil des ans. Elle décrivit le transfert comme un prêt qu'elle comptait rembourser, sans toutefois donner d'échéancier ni de plan précis. Cet aveu fut fait sans excuse ni reproche, et la conversation prit une autre tournure. Les proches écoutèrent, stupéfaits et silencieux, certains hochant lentement la tête, d'autres détournant le regard. Ces mots planèrent dans l'air, changeant la perception que chacun avait de ses réussites. Elle parla sans pleurer, mais l'effort qu'elle déployait pour garder son calme était évident à la façon dont elle serrait fermement le bord de la table. Cette confession marqua la fin de l'histoire qu'elle s'efforçait de raconter. Delaney finit par vendre la maison pour rembourser l'intégralité de la somme que je lui avais prêtée. Le processus dura des mois, impliquant des agents immobiliers, des visites et des négociations qui firent baisser le prix final en dessous de ses espérances. Elle a confié la vente de la propriété à la même agence qui l'avait aidée à l'acheter, et les acheteurs se sont succédés jusqu'à ce qu'un couple d'un autre quartier fasse une offre acceptable. Elle a signé les papiers dans un petit bureau du centre-ville et m'a rendu les clés qu'elle avait si fièrement portées. La vente a couvert le prix d'achat initial, plus quelques frais de clôture, ne lui laissant que peu d'argent après le remboursement de ses dettes. Elle m'a transféré l'argent sans faire d'histoire ni me prévenir. La transaction a mis un terme à un chapitre qui avait pourtant si bien commencé pour elle. Notre relation s'est définitivement terminée après cela. Nous avons cessé de nous parler, de nous envoyer des messages, et même de nous prêter attention lors des réunions de famille. Delaney assistait aux réunions quand elle y était obligée, mais elle s'asseyait au fond de la table et partait tôt dès que possible. Je faisais de même, choisissant des places à l'opposé et limitant au maximum les interactions. Le silence entre nous est devenu permanent, non pas à cause de disputes dramatiques, mais parce que nous avions tous deux compris que rien ne pourrait plus combler le fossé. Les membres de la famille l'ont remarqué et ont cessé de nous demander de nous réconcilier. Ils ont accepté cette distance comme une nouvelle norme. Delaney a emménagé dans un petit studio en location de l'autre côté de la ville, meublé simplement et avec une place de parking dans la rue. Elle a emballé ses affaires dans des cartons et a quitté le grenier sans se retourner. Les amis qui avaient célébré ses succès ont peu à peu disparu, certains lui envoyant des messages de soutien polis, mais peu gardant un contact régulier. Elle a perdu sa place dans les cercles sociaux qu'elle avait tant peiné à intégrer. Les invitations à des événements ont cessé d'arriver et les conversations sur ses réussites se sont transformées en spéculations silencieuses. Le changement était visible dans sa présence en ligne plus discrète et dans sa façon d'être en public. Les conséquences ont eu raison d'elle, remodelant lentement sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Maintenant, je vis enfin comme je l'entends. L'argent que Delaney a récupéré m'a permis d'acheter un modeste appartement d'une chambre dans un quartier calme de l'autre côté du pont.
L'endroit est assez petit pour être gérable, mais assez grand pour être confortable, avec une lumière naturelle abondante grâce aux fenêtres donnant sur une rue calme et arborée. Je l'ai meublé petit à petit, en choisissant des meubles adaptés à mon budget et à mes goûts. Rien d'extravagant, juste fonctionnel et chaleureux. La cuisine offre suffisamment d'espace pour préparer des repas que j'ai vraiment plaisir à cuisiner, et le salon est doté d'un canapé confortable où je lis ou travaille le soir. Je rembourse mon prêt immobilier à temps chaque mois, grâce à la même discipline que j'ai instaurée au fil des ans. Cette routine est rassurante et stable, un rythme que je maîtrise totalement. Personne n'influence mes décisions. Personne ne s'attribue le mérite de mes progrès. Cette independence m'apporte a quiet satisfaction I had never known before. I wake up this simplicity is liberating. I no longer adapt my choices to the expectations of others, and I no longer try to fill the voids left by anyone. My days now follow my own rhythm, with time to reflect and exercise. Financial security offers me small freedoms that once seemed unattainable. Weekend getaways to neighboring towns or courses that interest me, without the constant anxiety about the cost. The change is subtle but profound. A shift from mere survival to something resembling. The biggest lesson I've learned is this. Never blindly trust your family when it comes to money. Always protect your own interests, no matter who you're dealing with. This experience taught me that setting boundaries isn't a selfish act. Giving without any protection invites imbalance, and imbalance always ends up destroying what it was meant to support. I've begun to redefine generosity. It must now go hand in hand with respect and clear rules. This realization came slowly, but it took deep root in me and has thank you to everyone who took the time to read to the end. I sincerely appreciate your time, your empathy, and the fact that you chose to listen to the whole story. It means more than you can imagine to know that there are people who care enough to listen. If you are going through a similar situation or take the time to share your own experiences, please know that I read every message carefully. In particular, the perspective of some people has helped me see aspects I may have overlooked. Your experiences help me understand things from a different angle.